Bonjour à tous, bienvenue sur Inside Foot. Au sommaire aujourd'hui, on parlera des règles que l'UEFA a fait à propos de la Ligue des Nations. On reviendra sur la reprise de la Ligue 1. On parlera du feuilleton Messi et restez avec nous jusqu'au bout de l'émission car on parlera du PSG et notamment de Neymar testé positif au Covid. Inside Foot, c'est maintenant. Bon, chers amis, Stéphane est avec nous. Il paraît. Et voilà, il est de retour, tout beau. C'était bien les Content vacances d'être là après un mois de vacances, mais je dois vous avouer quelque chose, vous m'avez manqué quand même. Ah. C'est vrai. Et puis quand j'ai notre grand Juan Dorado à côté de moi et en face de moi j'ai le grand Jouba, c'est vraiment, je me dis bon retour à la maison. Voilà, bienvenue. Et bah, tu m'as spoilé le deuxième invité, Juan José. Ça y est, C'est le retour. après un mois des vacances. Et je vais vous dire un petit secret, vous m'avez manqué, mais un peu moins qu'à Stéphane. Oh, il y a Buenas du tardes. favoritisme maintenant, c'est comme ça. Buenas tardes, comme on dit chez nous. Et les amis, comme vous l'avez vu à l'écran, Duba est avec moi. Eh oui, toujours là. Bienvenue à tous et j'espère qu'on va faire une belle émission. On salue Yanis aussi à la technique qui a un peu galéré mais qui s'en est sorti. Parce que c'est un vrai, c'est un bon. Big up Yanis évidemment. Et oui, et du coup aujourd'hui moi non seulement je vais être votre animateur mais je vais aussi gérer le chat sur la tablette. Et donc je vais enchaîner avec la question du jour. Alors aujourd'hui, je vous rappelle que pour participer, vous devez vous abonner à Network Foot and Sport. Et la question est la suivante. Combien de buts Kingsley Coman a-t-il marqué en équipe de France? Comme d'habitude, on vous fait gagner ce t-shirt Network Foot and Sport. Et le gagnant sera annoncé en fin d'émission sur Instagram. Donc on va commencer cette émission avec les nouvelles règles de l'UEFA en ce qui concerne la Ligue des Nations. Et du coup maintenant... Oui. En raison de la crise sanitaire, certains matchs pourraient être reportés. Juan José. Effectivement, donc déjà la première des choses, c'est que la Ligue des Nations, c'est un machin truc, comme dirait un ancien président de la République, qui a été créé en 2018 et qui en fait venait juste remplacer les matchs amicaux. C'est une façon de monnayer. Donner plus de saveur aux matchs amicaux. Oui, en fait de faire intérêt, payer des droits de télé, etc. Ouais. etc. Donc on a créé cette Ligue des Nations qui effectivement se retrouve à cause du Covid-19 changé dans ses règles, comme tu le disais, et donc des matchs pourraient être effectivement perdus sur le tapis vert si une équipe venait à ne pas effectivement organiser la rencontre à cause du Covid. Donc pour vous dire tout ça que en fait, ce machin truc qui a été inventé, même si peut-être nos amis portugais adorent ce machin truc puisqu'ils l'avaient gagné à un moment donné. Donc, mais l'histoire est que changer les règles en cours de route, ça paraît un peu absurde. D'autant plus que on se rappelle que la phase finale de cette Europa League aurait dû être jouée, devrait être jouée en juin 2021, mais on va avoir aussi plutôt, pas Europa League. La Ligue des Nations, mais tout à fait, mais la Ligue des Nations devrait être jouée, donc la phase finale en juin 2021, sauf que C'est la Coupe du Monde. L'Euro. l'Euro a été retardé et donc Ouais, devrait c'est être ça. joué au mois de juillet. Ah, Donc, c'est un bordel. pour vous dire, changer les règles en cours de route, ça n'a pas beaucoup de sens. La France, pour elle, dans son groupe, ça tombe bien parce que bon, bah, elle va jouer la Suède, elle va jouer le Portugal, voilà. Donc, c'est des matchs plus ou moins intéressants. De mon côté, bah, l'Espagne va jouer l'Allemagne. C'est pas si mal que ça. Mais cette compétition Alors, est discréditée depuis le début. je vais Sincèrement. poser une question, notamment Stéphane. Dis-moi, genre maintenant on va sanctionner le club responsable du report du match. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Par rapport à quoi, à la Coupe des Nations? Oui, par rapport à la Ligue des Nations, en fait, le club qui est responsable de l'annulation du match, bah, on va lui mettre soit la défaite ou on va le sanctionner. Bah, les clubs sont responsables de toute façon, puisque c'est les joueurs, ils sont payés par les clubs. Et après, Non, c'est les pays, les nations. Oui, c'est les... non, mais les joueurs d'abord, ils sont rémunérés par les par les clubs. Ouais. Ils ont des contrats avec les clubs.
Ensuite, après, ils sont invités à venir jouer avec leur sélection nationale. Ah, ok. Donc, il faut qu'il y ait une entente entre les deux, entre à la fois le sélectionneur national et la direction sportive du club, notamment l'entraîneur. Après, il faut trouver aussi un bon système dans lequel on protège les joueurs. Parce que souvent, là, en plus, regardez, bon, l'année était un peu étrange, donc il n'y a pas eu autant de football qu'on aurait rêvé. Mais dans les années prochaines, comme dans les années précédentes, qui sont les années où les joueurs jouent beaucoup, est-ce que leur ajouter ça en plus dans leur calendrier, c'est quelque chose de bien? Voilà, je sais pas. Moi, je pense que il faut d'abord avant tout une entente entre les clubs et l'équipe nationale pour que ça puisse se passer bien. Après, c'est normal que les clubs soient sanctionnés, puisque si jamais il y a quelque chose qui se passe pas bien, on dit bon, de toute façon, vu que le joueur est en contrat avec le club, c'est à lui à quel on coupe la tête. Ok, et Djouba, si le comité disciplinaire ne parvient pas à trouver un responsable entre les deux équipes qui s'affrontent, ce sera par tirage au sort. Genre, on va tirer dans une urne un score 1-0, 0-0. Non, mais qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est une aberration. De toute manière, le Covid, avec le temps, on se rend compte, pousse à des aberrations incroyables dans le monde du football. Les footballeurs sont surveillés 24/24, sont testés tous les jours. D'ailleurs, on sait que Neymar a été testé positif. Je crois que tu vas en parler un peu plus tard. Ça, c'est notre sujet de fin d'émission. Ouais, tu vas en parler plus tard, exactement. Donc, ils sont testés tout le temps. C'est des mecs qui sont jeunes, qui sont en pleine forme. Ils ont presque aucun risque avec ce Covid-19. Enfin, on l'a vu, les jeunes sont très peu touchés par ce virus. Ils ont des organismes qui peuvent résister. Le football ne devrait même pas être impacté. Les joueurs doivent se présenter et mouiller le maillot. Covid, pas Covid. Il faut aller jouer sur ce terrain. Après, les mesures ont été prises sur les gradins. 5000, encore une fois, on a vu des trucs aberrants ce week-end où il y avait 5000 dans une même tribune. Mais quelle distance barrière tu fais là? 5000, il y a tout un stade, tout un gradin, et toi tu les mets dans un petit coin. Mais enfin, on est dans on roule sur la tête là? On roule sur quoi? Moi, je suis d'accord et pas d'accord. Si, c'est une aberration. Le Covid pousse à faire des stupidités, n'importe quoi sur n'importe quoi. Alors, moi, je suis d'accord et pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que bon, c'est quand même un virus, et on a vu aujourd'hui qu'il y avait pas mal de morts, et notamment au niveau des jeunes, hein, depuis notamment cet été où la tranche d'âge qui est la plus touchée par le virus, c'est la jeunesse. Donc je pense que dans la vie, il vaut mieux prévenir que guérir. Moi, je préfère qu'on prenne le maximum de précautions pour éviter que que personne ne court aucun risque. La jeunesse. En revanche, oui, parce que j'ai là, pas vu cette info, moi. Si, tout cet été-là, la plupart des personnes qui ont été victimes du Covid, c'était des jeunes. Mais qui sont morts? Oui, bien sûr. Morts du Covid. C'est des jeunes qui ont été touchés, et on ne sait pas, parce que ça n'a toujours pas de vaccin, malheureusement, donc on ne sait pas comment on en guérit. Donc il faut quand même faire attention. En revanche, là où je suis d'accord avec toi à 1000%, c'est que dans un stade qui peut contenir 50 000 personnes, mettre 5000 personnes au même endroit, c'est totalement stupide. Parce que, en fait, la chose qui est aberrante, en fait, c'est qu'on ait voulu maintenir cette compétition. On aurait dû, depuis le début, se dire, vu le contexte actuel, contexte sanitaire, vu qu'on a reporté l'Euro 2020 à l'été 2021, la logique aurait voulu, tout simplement, qu'on supprime, qu'on reporte cette compétition à dans 2 ans, c'est tout. Et on ne la joue pas cette année. Ça aurait été peut-être la solution la plus facile. On n'aurait pas effectivement forcé à des joueurs à continuer à jouer 50 matchs, pour la plupart 50 matchs dans la saison, entre la Liga, les compétitions européennes et puis leurs sélections nationales. Mais on sait que derrière tout ça, il y a à nouveau des contrats télé. On sait qu'il y a des contrats avec les clubs, on sait qu'il y a des contrats publicitaires. Et donc, l'UEFA, encore une fois, a fait passer devant les intérêts économiques à l'intérêt du football. Parce que l'intérêt du football pour cette Ligue des Nations est aujourd'hui nul. Absolument nul. Donc c'est là l'aberration, de vouloir maintenir cette compétition dans ce contexte-là. Après, par contre, là où je suis moins d'accord avec toi, Juan Rosé, c'est juste sur l'intérêt est nul de la Ligue des Nations. Mais moi, je trouve ça bien que ça relance un peu l'intérêt de faire des matchs amicaux. Parce que c'est vrai que les calendriers étaient tellement surchargés déjà pour les équipes en club. On les fait jouer en sélection pour des matchs qui ne servent à rien. Et le fait d'avoir créé ce tournoi-là avec peut-être une récompense, un petit prestige, bon, ça peut peut-être motiver un peu plus les compétiteurs et redonner un peu plus de couleur. Les championnats vont commencer plus tard. La plupart des championnats, sauf les Français, parce qu'il avait arrêté avant, donc il est déjà commencé. Mais les championnats espagnols, les championnats italiens, anglais, etc., ils commencent plus tard. Donc on va resserrer le calendrier pour que ces joueurs-là commencent à jouer 2 voire 3 matchs parfois dans la même semaine. Et on va rajouter une compétition dont l'intérêt est nul. Sincèrement, c'est pour ça que je disais, le plus simple aurait été de la supprimer ou de la reporter dans 2 ans.
C'est juste ça, c'est qu'on a un calendrier qui est encore plus resserré que d'habitude. Et on tient à maintenir une compétition effectivement pas très intéressante on est dans le flou et sportivement total, parlant. Parce que pour une équipe dans les groupes A, que ce soit la France, que ce soit l'Espagne, l'Allemagne, etc., a priori, eux, ils ne vont pas être repêchés pour la Coupe du Monde parce qu'ils ont gagné, la Ligue des Nations. Non. Ça peut être pour une petite équipe ou une équipe du groupe B, effectivement, ça aurait un intérêt de décrocher l'un des 2 billets qui sont attribués. T'es à l'abri de rien. Voilà, qui sont attribués. Mais pour les grosses équipes, ça ne les intéresse pas. Et c'est les grosses équipes où il y a les grands joueurs. Ceux, encore une fois, qui font entre 50 et 55 matchs par an, par saison. Et ça, c'est une vraie aberration, parce qu'après, effectivement, avec un calendrier serré, c'est complètement absurde. Ça marche. Alors, avant de parler de l'équipe de France, aujourd'hui c'est pas facile. Je fais la tablette, je vous parle, mais qu'est-ce que je veux dire? Mais moi on m'a dit ça roule. Il fait la cuisine et tout, et il fait la cuisine quand il le faut. En fait, tout ce qu'on vous a pas dit, c'est que c'est Walid qui a mis la lumière dans le studio, qui a branché les caméras, il a serré les ampoules. C'est vraiment un plaisir de vous avoir sur le plateau. Et moi j'ai Stéphane dès qu'il revient, donc c'est magnifique. Je vais juste profiter d'un petit moment avant de parler de l'équipe de France pour remercier nos internautes, parce qu'il faut que tu saches, Stéphane, et même Juan José, bon toi tu savais, qu'il y a 2 semaines on a dit qu'on allait offrir un iPad à partir du 2000e abonné. Donc là on va lancer un tirage au sort et on était à 1780 Stéphane. Je m'abonne tout de suite. Bon il faut dire. iPad gratuit. Moi je suis là, je participe pour l'iPad. Non mais moi je vais m'abonner, c'est mon anniversaire. J'espère que tonton Carlo il va envoyer l'iPad. Dans 15 jours c'est mon anniversaire, donc si jamais il y a des iPads à gagner. Je crois qu'on va faire chauffer un 2e iPad. Mais pour vous dire qu'en l'espace d'un peu plus d'une semaine, on est monté à 1920 abonnés. Et il nous en reste 80. Et c'est grâce à vous, chers amis. C'est votre chaîne, où là j'ai un peu bugué, Inside Foot. Et voilà, on débat tous ensemble ici. Et à partir du 2000e, on organisera le tirage au sort. Pas faux. Voilà. Donc merci Abonnez-vous. Merci aux personnes qui viennent de nous rejoindre à l'instant. L'équipe de France, Anthony Martial de retour. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien ça. L'équipe de France, le retour d'Anthony Martial. Oh mon Dieu, il n'est pas que le seul. Mais pourquoi on peut se permettre, je disais tout à l'heure pour la Ligue des Nations, allez, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors peut-être que le seul intérêt, c'est de faire revenir ceux qui étaient partis depuis un certain temps. Alors, tu as parlé d'Anthony Martial, mais on pourrait parler de Ben Yedder aussi, qui est dans l'équipe de France, etc. Donc, c'est peut-être le seul intérêt, encore une fois, de cette Ligue des Nations. Bon, Anthony Martial, il faut juste se rappeler que le championnat anglais n'a pas encore repris. Donc, on va voir dans quel état est-il, comme la plupart d'ailleurs des joueurs, qu'ils soient dans les championnats espagnols, anglais ou italiens. Écoute, il faut lui donner à nouveau sa chance, parce qu'en fin de compte, ce qu'on prépare vraiment aujourd'hui en équipe de France, comme partout ailleurs, c'est la Coupe d'Europe des Nations en 2021. C'est l'Euro 2021 qu'on prépare vraiment aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas parler d'une pré-liste pour que les joueurs étant sélectionnés confirment Mais c'est le cas. Ce match-là, ça sert à ça essentiellement. Donc l'intérêt, c'est pour ça que je disais que l'intérêt est très limité de ce type de match. Alors, on fait revenir Anthony Martial ou Ben Yedder. Ok, d'accord. C'est pas le moment pour Ben Yedder de... écoutez, ce que j'ai pas compris déjà en équipe de France, c'est pourquoi Ben Yedder n'était pas parmi les sélectionnés depuis très longtemps. Pourquoi on le fait venir? Pourquoi on le laisse repartir? Pourquoi? C'est un joueur. À chaque fois en championnat, quand il était en Espagne, ou même quand il était en France, donc du côté de Monaco, qui est décisif, qui fait des choses. Tu connais la philosophie de Deschamps. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît plus la philosophie de Deschamps. C'est ça. C'est-à-dire on prend pas. C'est ça le problème. Non, sa philosophie a toujours été claire. Attends, si je peux juste répondre. Une petite seconde. Juste comme le disait Achille, et il n'est pas là, on le salue. Didier Deschamps se serait tombé sur la tête. Voilà. Non, c'est pas la philosophie de Deschamps. La philosophie de Deschamps, on la connaît, c'est il prend pas les meilleurs joueurs, il prend le meilleur collectif. Et donc, s'il considère que Ben Yedder ne contribue pas à embellir, à apporter un plus dans le collectif, il le prendra pas. Comme Benzema, comme tous ces joueurs-là. Enfin, il dit que lui, il prend pas les meilleurs joueurs. Il prend le meilleur collectif. J'entends le discours de l'attaché de presse de l'équipe de France. Mais non, tu peux pas dire ça. Ce que je veux dire non, mais c'est la philosophie de Deschamps. On profite de faire se reposer un certain nombre de joueurs
qui vont de toute façon, on sait, qui vont être dans l'équipe nationale. On les laisse se reposer. Et puis on fait venir quelques-uns. On va voir si ça marche. Mais même si ça marche, à la fin, on connaît tous, grosso modo, les 15 joueurs ou les 20 joueurs qui seront donc de la phase finale de l'Euro 2021. Stéphane? Oui, bah non, Anthony Martial, c'est une bonne chose. Il a fait une très bonne saison avec Manchester, repositionné en numéro 9. Il a été décisif. J'espère que Didier Deschamps ira au bout de cette logique en mettant Anthony Martial titulaire. À la place de Giroud? À la place de Giroud. Oh là là, ça serait bien. Il va arriver avec des béquilles, Giroud. Tu vois, j'ai l'impression il annonce tout après détends-toi, à mon avis. Non, mais moi, non, mais je me permets de jeter le débat, puisque si on regarde la compétition, puisque d'ailleurs ils partagent une compétition commune, puisque les deux jouent pour deux championnats anglais, qui a mis le plus de buts et de passes cette saison, by the way, c'est quand même Anthony Martial. Donc de ce fait-là, même si Giroud était bon. Non, Giroud a été bon, mais je dis juste en termes de décision. En phase finale, hein, je veux dire, moi, je vers parle la du fin championnat de de septembre l'année dernière jusqu'à là, août de cette année, celui qui a mis le plus de buts et de passes D, il s'appelle Anthony Martial. Donc pourquoi ne pas relancer le débat de concurrence? Et qu'est-ce que ça donnerait un 4-4-2 avec Anthony Martial et Kylian Mbappé, hein? Ça peut aussi être deux joueurs qui sont très vifs, très efficaces, c'est pas un très 9 rapides. Mbappé, hein. Non, mais en 4-4-2, c'est-à-dire un qui tourne autour de Anthony vois, Martial dans la profondeur et Kylian Mbappé qui tourne autour. Voilà, ou même dans un 4-3-3 avec Anthony Martial dans l'axe et Kylian à gauche et peut-être Griezmann sur l'autre côté ou plutôt en rôle un peu plus central. Donc oui, moi j'aimerais bien revoir. Et puis c'est vrai que sur le système des Deschamps, il y a des joueurs qu'on aurait. Bon, là il est blessé, mais je pense qu'Alexandre Lacazette aussi a fait une bonne part cette saison et il aurait quand même. Moi j'aurais mis. En tout cas, je sais, c'était. Tu préfères Lacazette à Giroud cette saison? Je préfère Lacazette à Ben Yedder, moi. Oui, à Ben Yedder, oui, mais pas à Giroud. Mais dans le profil, je trouve que Lacazette est plus technique, plus régulier, plus tueur devant le but. Voilà, mais c'est bien qu'il ait donné sa chance à d'autres joueurs, comme celui du championnat allemand, là, de Leipzig, Umercano, ou quelque chose comme ça. Le défenseur central, Leipzig, qui a fait quand même une bonne phase finale de Ligue des Champions, c'est une bonne chose. En revanche, je comprends pas qu'il n'y ait pas eu de deuxième latéral droit, puisqu'il n'y a que Léo Dubois, c'est quand même assez aberrant. Voilà, mais bon, Didier Deschamps a toujours un système assez particulier. Oussem Aouar a le coronavirus, Oussem Aouar qui joue 8, il rappelle Nabil Fekir qui joue attaquant. Enfin bon, c'est quand même deux postes différents pour deux joueurs différents. Mais bon, ça va être des essais. Et je pense que Didier Deschamps a toujours eu quelque chose en plus que les autres, c'est la chance. Au moins la chance qu'il a Deschamps. La chance qu'il a Deschamps, c'est que là, s'il y avait eu l'Euro cette année, ça aurait été compliqué parce que Pogba était blessé, Varane était blessé, en centrale, Umtiti était pas là. C'est pas de la chance, Stéphane, parce que j'en ai marre de tout le temps entendre quand un entraîneur perd, c'est parce qu'il est nul, quand il y arrive, parce qu'il a de la chance. Non, Deschamps a une vision du football hors du commun qu'on n'arrive pas à saisir nous parce que il faut le dire, parce que c'est comme quand on tombe sur Rudy Garcia. Deschamps qui emmène Monaco en Ligue des Champions à Monaco, c'est Deschamps qui emmène qui fait gagner qui emmène l'équipe de France. Attends, si je peux juste finir. Qui emmène l'équipe de France en finale de l'Euro? Qui fait gagner la Coupe du Monde à l'équipe de France? C'est Deschamps, et c'est pas un hasard, c'est pas la chance, ça s'appelle pas la chatte à Dédé. Il y a la chatte à Dédé pour éviter les gros, etc. Peut-être qu'il y a un facteur chance, mais il y a énormément de vision du football que nous on n'arrive pas à appréhender, que nous on n'arrive pas à comprendre, parce qu'il a une vision assez anachronique du football, très défensive, avec une assise défensive et avec les armes qu'il a. En même temps il peut le faire, notamment avec Kylian Mbappé qui peut très vite se projeter, mais ce n'est pas de la chance, il faut arrêter. C'est comme Rudy Garcia, quand j'entends Rudy Garcia, mais Rudy Garcia, c'est du talent les mecs, c'est pas juste de la chance. Pour aller au bout, moi j'ai énormément de respect envers Didier Deschamps en tant que joueur, puisque je l'ai vu jouer notamment à la Juventus de Turin, j'ai vu jouer sur les couleurs de l'Olympique de Marseille. Voilà, ça a toujours été un leader d'homme, un capitaine. Bien sûr. Tu aurais pu le voir aussi sur les couleurs de Valence. Oui, sur les couleurs de Valence aussi d'ailleurs, c'est vrai. Un peu plus vers la fin. Et je trouve que ça a été un très bon joueur, et c'est vraiment un leader d'homme. D'ailleurs, celui qui en parle le mieux, c'est Marcel Desailly, qui était son collègue de chambre quand ils étaient ensemble à Nantes, puisqu'ils ont été formés les deux ensemble. Donc pour te dire que Didier Deschamps, je suis depuis les années 80, et je trouve que c'est, en tant qu'entraîneur, il a porté Monaco, avec une belle génération, Julie et Roten. Il a porté Marseille, puisqu'il a refait Marseille gagner un titre avec la génération des ATM, et tout ça. De le dire. Et ça, on oublie aussi de le dire. Et il est reparti en Italie, alors que la Juve allait en 2e division et que la moitié des cadres étaient partis. Il a réussi à garder ce
ceux qui étaient là. Nedved, Pirlo, Del Piero, Buffon, et il a regagné avec eux. Voilà, moi je trouve que c'est un leader. Donc voilà, mais je trouve juste que de toute façon, moi je crois pas en la chance. Je pense que la chance, on s'en crée, on s'en procure, on va la chercher. Et c'est vrai que lui, il va la chercher en évitant des gros, en ayant des circonstances favorables avec certains joueurs, tout ça. Voilà. Mais l'important de toute façon, c'est quoi? C'est gagner. Et le but, c'est que déjà les champs, que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, il gagne. Voilà. Juste, je vais vous arrêter un petit moment pour quelques réactions au niveau des internautes. On a The Wizard77 qui nous dit « Faites taire Djouba ». Okay. Qui est ce The Wizard? Attention, tu vas lui filer l'adresse. Tu vas lui filer l'adresse. Wizards parce que c'est le dernier club porté par Michael Jordan. Les Wizards, moi j'ai toujours aimé ce club. J'ai le maillot à la maison d'ailleurs. Donc ne critiquez pas les Wizards s'il vous plaît. Et on a Ruxar qui nous dit honteux que Benzema ne fasse pas partie de la liste des 23. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc on sait que le cas Benzema est un cas qui est réglé depuis très longtemps, que ce soit par la Fédération française, fini, que ce soit par Didier Deschamps, il ne viendra pas. Il ne viendra plus en équipe même lui, de France. Il va refuser. J'ai même des doutes. Je me pose parfois la question, s'il venait à être appelé, s'il dirait, peut-être qu'il allait vous dire, il dirait ça, écoutez, j'ai plus envie d'aller avec vous. Bien sûr. Il a dit récemment. Donc c'est normal qu'il soit pas là, parce que de toute façon, on a fait un croix là-dessus depuis très longtemps. Benzema, il a de l'amour propre aussi. C'est pas un chiffon qu'on prend qu'on rembourse. Benzema, c'est un être humain qui a de l'amour propre. Il a de la fierté. Qu'il avait envie, lui, de revenir en équipe de France, il l'a dit. Et moi, je vais pousser un cri de cœur. Je trouve ça dommage qu'on ait repris Adrien Rabiot qui a craché sur le maillot, qui n'a pas voulu le porter, le maillot, qui a parti d'équipe de France avec des mots très durs sur les sélectionneurs, qui s'est jamais excusé. Et lui, on les rappelait. Alors que Karim Benzema, il y a une déclaration sur une partie raciste auquel des gens auraient cédé, qui est une déclaration malheureuse. Il s'est excusé. Il a dit qu'il avait envie de revenir en équipe de France, de reporter le maillot. On l'a jamais rappelé. Adrien Rabiot ne s'est même pas excusé. C'est-à-dire que Didier Deschamps l'a sélectionné alors même qu'il n'avait même pas parlé avec lui. Mais dans les médias, il dit bien qu'il n'a pas de problème avec Adrien Rabiot et que, Adrien Rabiot n'a jamais eu de propos injurieux par rapport à lui. Donc quand tu refuses, c'est le joueur qui a décidé de ne pas répondre à une convocation parce qu'il allait être peut-être il était suppléant, il était dans les 7 supplémentaires. Il y avait une liste, excuse-moi. Adrien Rabiot a refusé de porter le maillot d'équipe de France. Voilà, c'est ça. C'est ça la réalité. À l'équipe de France. C'est une insulte à la nation. Une insulte à la nation parce que l'équipe de France, ça ne se refuse pas. Non, moi je suis complètement d'accord avec toi. Il a souhaité revenir, il l'a dit, il a redit. Je suis complètement d'accord avec toi. Le président Le Gret, pardon, on voit qu'en fait il y a deux traitements entre deux personnes, entre un qui a insulté le maillot, qui s'est même pas excusé, qu'on a rappelé, et l'autre qui a souhaité revenir et qu'on n'a jamais rappelé, et qui est aujourd'hui le meilleur joueur français en termes d'avant-centre. Et ben c'est dommage. Voilà, moi si j'avais été journaliste, je dis ça pour les auditeurs, j'aurais fait un rêve. Mon rêve aurait été d'être un jour en conférence de presse et dire à Didier Deschamps sur quels critères vous refusez de sélectionner Karim Benzema. Parce que sur le collectif, quand il travaille avec un entraîneur qui s'appelle Zinedine Zidane et qu'il était dans l'ombre de Cristiano Ronaldo pendant de nombreuses années, on a bien vu Karim Benzema, c'est un genre de collectif. Donc, bien sûr. Après pour juste nuancer ce que tu dis, c'est vrai que Karim Benzema, les dernières apparitions en équipe de France, était loin d'être flamboyant et il n'était pas très bon dans le collectif. C'est pas le seul en équipe de France. Comment? C'est pas le seul en équipe de France. Oui, c'était pas le seul. Mais Benzema, on pose la question, qu'est-ce qu'il fout là, ces jours-là? Qui? Il y en a qui sont pas bons, ils sont toujours appelés. Tu peux parler de Giroud aussi, qui a passé, je crois qu'il a passé plus de 1000 minutes sans marquer le moindre but, notamment pendant la Coupe du Monde, quoi. Mais je sais pas. Il faudra. On peut toujours parler, mais les choix de Deschamps sont toujours payants. Alors juste, on va saluer les quelques internautes qui nous ont rejoints. Salut à Zadeh, à Ayoub et à Ali. On a Zadeh qui nous dit: je suis quand même d'accord avec Djouba, arrivé en finale de la Juba, les gars, Juba, pardon, c'est pas basé sur la chance quand même. Donc, non, bien sûr, ce n'est pas que de la chance. C'est celui qui m'a taclé il y a quelques instants, non? Non, c'est l'autre, c'est pas The Wizard, il est super. Mais excusez-moi. Mais je pense que tous les trois on est unanimes sur le fait que Didier Deschamps est un meneur d'âme et que. Bien sûr. Voilà, il a réussi par exemple, un joueur comme Paul Pogba. Il n'y a pas de chance. Il commence la Coupe du Monde en étant quand même un peu en difficulté et il s'est réveillé. C'est lui qui a misé aussi Didier Deschamps sur N'Golo Kanté. La défense centrale, Samuel Umtiti n'était pas hyper connu. Donc Didier Deschamps, c'est quand même qui sent les choses. Hernandez à gauche. Pavard qui aurait pris Benjamin Pavard. Maintenir Giroud alors qu'il n'a pas mis un seul but pour la compétition. Oui, mais là vous êtes pas un peu trop de jeu. Après, c'est pas parce que j'aime beaucoup Giroud, mais quand même il a pesé dans le jeu à la Coupe du Monde. Oui, mais pesé. Il y a des buts, hein.
Peser. Désolé, hein. T'es neuf, hein, t'es pas une balance, mon pote. Tu dois pas juste peser, hein. Mais on n'avait pas un certain Fernando Torres qui n'avait pas marqué de but la première fois que l'Espagne gagne la Coupe du Monde. C'est Juan José. Il avait marqué. Il fait partie des meilleurs attaquants de l'équipe nationale Oui, mais il n'a pas marqué en Coupe du Monde. Il a marqué, il me semble bien. Oui, mais par exemple, c'est parce qu'on avait un joueur, tu te rappelles peut-être David Villa. Donc il a tout marqué, lui. Mais en 2012, qui est celui qui a marqué pas mal de buts, c'est Fernando Torres, lors de la Coupe d'Europe 2012 qu'on a gagné aussi. Et puis même, pardon, mais sur le contrat de Juan José, mais il me semble que l'Espagne jouait à l'époque avec deux têtes devant. C'est Villa et Torres. Donc si le premier attaquant tourne autour de Villa et qui marque pas de but, c'est pas grave. Or la France joue avec un seul attaquant, Olivier Giroud, qui est la pointe du système offensif. Bah quand lui il marque pas, heureusement qu'il y a d'autres à côté qui peuvent marquer. Parce que sinon ça complique le système. Alors chez vous, je sais pas si vous êtes d'accord avec tout ce qui se dit sur ce plateau, mais n'hésitez pas à nous le dire, ça se passe en commentaire. On se fera un plaisir de débattre avec vous. Les amis, on va lancer une courte page de publicité et on revient avec la Ligue 1. Chers téléspectateurs, Kabweb TV est la chaîne qui vous parlera et vous donnera toutes les infos en politique, économie, société et culture. Donc restez bien branchés sur Kabweb TV. Network Sport est la chaîne qu'il te faut et qui te donnera toutes les dernières infos et résultats de la planète sport. Donc reste bien connecté pour tout suivre de l'actualité sportive. De retour sur ce plateau, je vous rappelle la question du jour. Combien de buts Kingsley Coman a-t-il marqué en équipe de France? Comme d'habitude, on vous fait gagner ce t-shirt Network Foot and Sport et on annoncera le gagnant sur Instagram. Messieurs, on va continuer cette émission avec du coup la reprise des championnats, notamment la Ligue 1. L'OM, l'AS Monaco, Nice qui débute très bien. Qui pour concurrencer le PSG cette année? Nice débute très bien. Là, ils viennent de réaliser 2 matchs de victoire, si je me trompe pas. C'est bien ça, le GC Nice, avec Patrick Vieira, sous la houlette de Patrick Vieira, qui vraiment continue sa belle construction avec Nice, avec Dolberg devant aussi qui régale pas mal. Je crois que c'est le meilleur buteur. Non, il y a il y a Depay qui est passé devant en mettant un triplé, mais Memphis qui est exceptionnel. Après, la Ligue 1 débute doucement. Moi, je trouve quand même qu'il y a un peu un micmac parce que là, il y en a qui font leur première journée le 10 septembre, en l'occurrence le PSG, d'autres qui vont faire leur 3e journée. C'est un micmac pas possible. Déjà, je comprends pas qu'on ait lancé cette édition de la Ligue 1 le même jour que la finale de la Ligue des Champions. Quelle aberration, encore une fois. Didier Quillot et Nathalie Bois de la Tour là, qui contrôlent tout ça. Non, pas Bois de la Tour, mais parlons de Quillot alors. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi avoir décidé encore une fois de faire ça? Après, on les a critiqués sur leur choix d'arrêter la Ligue 1. Finalement, il y a 2 clubs qui se sont allés très loin en Champions League. Bon, là, ils nous ont fait un peu taire. Mais là, encore une fois, débuter ce championnat comme ça, tirer des instructions aussitôt, encore une fois, je pense que c'est rapide. Il y a Thauvin aussi qui a pas mal surpris. Dolberg, je le disais, Depay, etc. Mais pourquoi avoir repris cette Ligue 1 de cette façon-là? Moi, je comprends pas. Alors, moi, la première des choses que je constate, c'est que si on joue pas la Ligue 1, c'est pas mal. Puisque le PSG est 14e du championnat, il n'a même pas joué un seul match. Il est 14e. Donc, 14e.
Il est même pas en position de descendre en 12e division, même pas. Il est 14e. En gros, tu Donc dis, tu vois, pas de concurrence cette année. même non, mais je pense que c'est une équipe. Tu as parlé de Nice, mais je pense que l'OL pourrait faire quelque chose. Pourquoi? Mais parce que déjà ils sont sur une dynamique qui est une belle dynamique après les demi-finales, effectivement. Surtout qu'ils n'ont pas d'Europe. Oui, non, mais voilà, Ils vont être ça soulagés c'est un de ça. plus. Ça c'est un plus. Au niveau de la fatigue accumulée, et quand on va arriver au mois de mars, au mois de février, mars, effectivement. Donc l'OL pourrait faire quand même un beau championnat, d'autant plus, comme tu as dit, qu'ils n'ont pas Coupe d'Europe, et ils sont obligés quand même d'aller décrocher un poste en Europe, que ce soit en Champions League ou en Europa League, parce que ce club, pour leurs finances, c'est compliqué de ne pas avoir une compétition européenne. Donc je pense qu'ils sont capables effectivement de concurrencer, sérieusement ou pas, je ne sais pas, mais de concurrencer en tous les cas le PSG. Marseille aussi. Stéphane, on n'a pas entendu Stéphane. Non, mais je pense que pour moi, l'équipe la plus dangereuse, c'est l'Olympique Lyonnais. C'est Parce comme Ayoub qui que- nous le dit à l'instant. Oui. Parce qu'ils ont vraiment créé un collectif avec cette Champions League, avec une équipe soudée et des joueurs qui ont vraiment émergé. On connaissait le talent de Kartoko Ekambi lorsqu'il jouait peut-être à Villarreal et même en équipe nationale du Cameroun. Il a confirmé là avec l'Olympique Lyonnais. On voit aussi Memphis Depay qui revient à son meilleur niveau. Derrière, s'ils arrivent à garder Oussem Aouar, voilà, Léo Dubois aussi. Et même celui qui était- Guimarães. Ouais, Guimarães qui est excellent. Hein. Ouais, ouais. Vraiment, on a beaucoup critiqué le début de saison de Juninho en tant que directeur sportif. J'espère qu'on va au moins pouvoir lui rendre Ah ouais, hommage sur cette ça c'est une trouvaille pour le qu'il a coup. trouvé Ouais. lui-même tout C'est seul. une trouvaille, Guimarães. Voilà, donc je trouve ça bien. J'espère qu'ils vont garder Oussem Aouar aussi. Voilà, bon, j'ai vu que Jeff Rennes Adélaïde hier disait qu'il voulait partir. C'est vrai que c'est compliqué quand on a un joueur aussi talentueux d'avoir été blessé pendant si longtemps et revenir dans une équipe qui tourne. Parce que là, l'équipe, elle tourne sans lui. Donc voilà, ils ont un bon collectif. Et moi, pour moi, c'est l'effectif qui est le plus complet. Voilà, après, je pense qu'il y aura toujours Marseille, qui a un bon entraîneur. Voilà, on verra ce qu'ils vont faire. Voilà, après, je pense que c'est gros clubs. Je pense que Lille fera une bonne partie de saison aussi, normalement. Ils ont l'air d'être structurés. Et moi, j'ai beaucoup d'affection pour Christophe Galtier. Et après, on verra. Mais je pense que Bordeaux aussi est en train de, a priori, de prendre un peu plus de forme. Ils ont l'air de s'être un peu plus renforcés, hein, avec Alain Roche en tant que directeur sportif. Koscielny qui a l'air d'être en meilleure forme que l'année dernière, puisque l'année dernière, c'était l'année de l'arrivée. Là, c'est un peu plus... il a fait vraiment la préparation entière. Donc, je pense que voilà, le Paris Saint-Germain est favori. Et derrière, moi, je vois Lyon et Marseille dans les 3 clubs qui vont en Ligue des Champions. Et derrière, je vois Lille et Bordeaux. Ça marche. Alors on va enchaîner avec le feuilleton Lionel Messi. Mais avant ça, je vous rappelle que à partir du 2000e abonné, on organisera un tirage au sort pour vous faire gagner un magnifique iPad. On est à combien là? 1920. Il reste 80 abonnés. On fait ça en fin de semaine. Et en début de semaine prochaine, on fait ce fameux tirage. Alors, avant de parler de Neymar positif au Covid et de Marquinhos qui l'est peut-être, on va parler du feuilleton Messi qui continue. Aujourd'hui, c'est le père de Messi qui s'est entretenu avec Joseph Maria Bartomeu. Où est-ce qu'il va aller ? Qui doit s'entretenir, parce que ce matin, le président et le père de Messi ne se sont pas rencontrés. Ok. Le président a privilégié l'adieu à Rakitic, qui part du côté de Séville. Donc, a priori, ils doivent se rencontrer cet après-midi. Pour certains, ils seraient déjà ensemble. Mais les déclarations du père de Messi, quand il est arrivé à Barcelone ce matin, étaient de dire que ça paraissait compliqué qu'il puisse continuer du côté du Barça. En tout état de cause, ce qui est réel, c'est que quelque part, chez les Barcelonais, on commence à se dire que s'il partait, ça serait quand même une bonne affaire. Et je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que s'il venait à partir avec Luis Suarez, c'est 121 millions en moins à payer. Par an. Oui, mais avec le départ de Rakitic, Arthur et Arturo Vidal, c'est 40 millions. Et il faut savoir que le Barça a perdu cette année près de 200 millions des manques à gagner et que pour l'année prochaine, pour la saison 2020-2021, on parle des 320 millions des manques à gagner. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le père de Lionel Messi va parler avec le président, espérons que cette réunion va vraiment avoir lieu, mais avec la pression d'autres clubs derrière, notamment Manchester City, il paraît compliqué qu'effectivement, il puisse continuer du côté de Barcelone, d'autant plus que depuis la défaite face au Bayern de Munich, Messi n'a pas dit un seul mot. À aucun moment, il a pris la parole pour parler. À aucun moment, ça a toujours été par le biais des porte-paroles ou des gens proches de lui, mais il n'a jamais pris la parole.
Moi, ça me fait plaisir que tu tiennes un peu un discours un peu comme ça. Je sais pas si tu viens de Madrid en Espagne ou quoi, parce que je sais qu'il y a une rivalité entre la Catalogne et le Barça. Enfin, la Catalogne et Mais je Madrid. suis pas de Madrid, donc ça tombe bien. Ok, en tout cas, ça fait plaisir d'entendre ce discours-là, parce que on a l'impression qu'il y a une Messi dépendance entretenue, en tout cas par beaucoup de monde. On a l'impression que si Messi part du Barça, c'est une catastrophe, alors que quand Ronaldo je le redis, parce que je l'ai dit, quand Ronaldo part que ça soit aussi bien de Manchester que du Real, et les deux clubs ont su plus ou moins se réinventer. Quand je sais pas moi, quand Neymar part du Barça, c'est pas si catastrophique que ça. Quand c'est aucun joueur, je le redis aujourd'hui, aucun joueur ne doit être indispensable à un club, aucun. Parce que sinon, c'est un aveu de faiblesse, et c'est l'institution Messi qui passe au-dessus de l'institution Barcelone, et ça, c'est une catastrophe. Tu as raison, c'est le club passe avant le joueur et le club passe avant C'est ça, tout. c'est une catastrophe. Là où je suis pas d'accord avec toi, parler quand même. Merci. Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est tu peux pas comparer les départs de Ronaldo et Neymar. Ronaldo tant à Manchester que du Real à la Juve, pour une simple et bonne raison. Messi a été formé au Barça depuis qu'il a l'âge de 14 ans. C'est-à-dire c'est un joueur qui a été formé et qui est devenu le leader emblématique du club. Ronaldo était un joueur... quand Raoul parle du Real... Raoul, déjà, c'est une différence. Attention, Raoul est parti du côté du Mexique. Il n'est pas allé jouer en Espagne. Il est d'abord parti du Mexique. Et après, il est arrivé sur Schalke 04 pour ses 2 dernières saisons. Mais il est parti d'Espagne. Un gars comme Raoul, là, tu peux comparer avec Messi parce que c'est l'essence même du club. Non, mais Raoul n'était pas aussi gros que Messi, si tu veux. C'est pour ça que j'ai pas pris l'exemple de Raoul. Moi, je pense que Raoul était aussi gros que Messi au Barça, mais que du temps de Raoul, il n'y avait pas autant d'implantation médiatique qu'il y a aujourd'hui. Raoul était un très grand joueur du Real. Enfin, je passe sous le contrôle de Juan Rosé. Ouais, mais est-ce qu'on peut comparer tu sais, pendant très longtemps, il était le meilleur buteur européen. Bien sûr. Ouais. Le meilleur buteur européen. C'est juste qu'aujourd'hui, avec les réseaux battu sociaux, uniquement aujourd'hui par Messi et Ronaldo. Avec les seuls qui l'ont battu. Les réseaux sociaux et les footix, on parle beaucoup plus de Ronaldo et Messi, mais Raoul était au Real de Madrid autant que l'est aujourd'hui Messi. Et c'est vrai que quand un club a formé son identité sur un joueur qui a formé, qui a grandi, qui est devenu une légende du club, c'est plus difficile. C'est comme si Totti avait quitté l'AS Roma et qui était allé à Manchester United. Ça aurait été... ou Steven Gerrard quittait Liverpool pour aller... ça aurait été cataclysmique. Je sais pas, moi, à Chelsea. Ça aurait été cataclysmique. Donc c'est normal que à Barcelone, les gens soient... Voilà, mais n'empêche, le Barça a toujours été un club de grands joueurs. Je pense à Diego Maradona, je pense à Romario, je pense à Ronaldo, je pense à Xavi, je pense à Iniesta. Et quand ces joueurs-là sont partis, même je peux aller plus loin, je pense à Cruyff, à Gullit, voilà. Quand ces joueurs-là sont partis, le club a toujours su se réinventer, donc le club se réinventera toujours parce que le club passe avant le joueur. Arrêtons d'idolâtrer Messi. Enfin, c'est un joueur quoi. Il a beau être formé. Tu me diras autant s'il venait au PSG. Hein. Oui, non, non, mais moi déjà c'est un peu plus qu'un joueur, mais c'est une légende. On pourrait t'écouter si on savait à quel point tu aimes Messi, donc je sais pas si. Mais c'est en fait là même ça aurait été moi je sais pas, moi j'ai pas de joueur que j'idolâtre, mais même ça aurait été quelqu'un que j'idolâtre. Enfin, je pense que aucun joueur ne doit dépasser l'institution, et aujourd'hui le problème c'est que Messi a dépassé l'institution du Barça. Et stop, basta. C'est pour les grands joueurs, tu regardes l'Italie. Je parle encore le contrôle de Juan Rosé, mais que tu regardes l'impact qu'a eu un joueur comme Paolo Maldini au Milan AC. Mais Milan a toujours été au-dessus de Maldini. Tout le temps. C'est la première fois de ma vie que je vois, et dans l'histoire du foot, pour moi, ça n'a jamais eu lieu. Messi est passé au-dessus de son club. Mais Francesco Totti allait à Roma, mais tu te rends pas compte. C'est un truc de fou. Mais il avait du poids. Tu regardes en Inter de Milan, Javier Zanetti, ce qu'il a. Mais attends, c'est de tout. Pour moi, en fait, ce débat-là, pardon, je vais être un peu trash, c'est un débat hypocrite. Parce qu'en fait, on fait genre que, mais l'impact qu'a eu Zidane en équipe de France, c'est un impact de fou. Et tous les grands joueurs qui ont été passé au-dessus. Il n'est pas passé au-dessus de l'institution. Platini à la Juve, qu'il était l'impact de Platini à la Juve. Je reviens. Il y a un joueur qui dit je pars et je reviens comme ça en équipe de France, ça n'existe pas. Hein. On a ouvert toutes les portes. Il y a Rabiot. Le coup de boule Il y a Rabiot, frère. Le coup de boule a été rappelé. C'est pour dire que Zidane a même eu le coup de boule. On perd la Coupe du Monde à cause de lui en 2006. On a excusé. C'est pour dire que Rabiot, il a jeté le maillot par terre. Il est parti et il revient. Donc. Mais Zidane, il a dit je pars et c'est lui. C'est pas qu'on l'a rappelé. C'est Zidane qui a dit je reviens. Il n'a pas dit rappelez-moi. Il a dit les gars, j'ai dit que je reviens. C'est pour dire que il n'a pas dit est-ce que le sélectionneur et l'institution vous êtes d'accord que il a dit les gars. Ça marche pas comme ça, Stéphane, tu le sais.
Oui, mais un peu, il est passé au JT. Il a dit Ribéry, à un moment donné, avait laissé entendre qu'il pourrait revenir, mais personne ne l'a rappelé derrière. Personne n'a rappelé Ribéry, il a dit je veux revenir. Alors que c'était un joueur extraordinaire, voilà. Ribéry. Pour le coup, moi je suis fan de Ribéry. Pour moi, les grands joueurs ont toujours eu beaucoup d'impact dans les clubs. Je sais pas, Ryan Giggs, Roy Keane à Manchester dans la grande époque. Ils avaient un poids pas possible. Thierry Henry à Arsenal, excuse-moi, il avait un poids incroyable. Et ça a toujours été le cas, mais c'est pas grave. Il faut juste assumer, comme disait tout à l'heure Juan Rosé, Platini à la Juventus, Del Piero. Il faut juste assumer que quand on a des grands joueurs dans une équipe, ils sont des leaders, comme Michael Jordan au Chicago, Kobe Bryant aux Lakers. Ah, mais c'est différent, c'est différent. La NBA, c'est vraiment... Le temps nous fait défaut. On va rentrer dans cette dernière partie avec Neymar testé positif au Covid et Marquinhos dans l'attente. Au Covid, je croyais que c'était à la bière, mais non, c'est au Covid. Il était du côté d'Ibiza. C'est normal. Donc, quand même, on a fait la finale avec des champions. C'est la première fois quand même dans l'histoire de tout le football français. Dans les 10 dernières années récentes, puisqu'on a eu Marseille évidemment. 93. Et, oui, 93. T'as eu Marseille en Europa League aussi. Oui, mais c'est la première fois en Ligue des Champions, en tout cas depuis 93, qu'on a un club français qui arrive en finale. Mais tu t'entends parler ? Bah oui. Il faut le laisser respirer. Bah oui. Tu les laisses respirer, mais tu les laisses pas aller faire la fête et choper le Covid. Ils ont le droit d'avoir des vacances. Non, mais ceci, je suis d'accord avec toi. Mais c'est quoi cette histoire ? Ça aussi, c'est un problème. On arrête les championnats. On joue à porte close. Et puis, il faut les laisser respirer. Non, mais attention, pour aller choper le Covid. C'est du n'importe quoi de la part des joueurs. C'est du n'importe quoi. Comme là, le PSG vient d'avoir une. Laisser les joueurs respirer avant le début du championnat, moi je trouve ça tout à fait normal puisqu'ils ont repris avant respirer, oui. Non, moi oui. Maintenant, après choper le Covid, je me dirais en étant un peu taquin, mon cher Juan Rosé, je vous assure, il y en a d'autres qui sont pas allés à Ibiza, qui sont pas partis en vacances et qui ont chopé le Covid. Sauf que tu as plusieurs joueurs du PSG qui sont partis tous ensemble à Ibiza, ils ont tous déclaré positif. Et on attend encore des résultats. Il y en a encore des résultats. On peut toucher une porte et marcher dans la rue, attraper le Covid. C'est ça. Non, mais je veux dire, n'importe qui peut avoir le laisser respirer, oui, mais c'est quand même aberrant que l'un des joueurs les plus chers au monde ou les joueurs les plus chers au monde chope le Covid parce qu'il est allé faire la fête. Oui, mais Paul Pogba a le Covid, Alexandre Lacazette a le Covid, Samuel Umtiti a le Covid. Pour aller dans le sens, pour juste aller dans le sens de Juan José, c'est vrai qu'il y a un problème au niveau de Neymar. C'est pas nouveau. On se rappelle de Neymar qui part et qui fait des virées pour l'anniversaire de sa sœur, etc. Il y a quand même eu par le passé des problèmes d'institution au PSG où l'institution s'est quand même fait marcher dessus. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça ? De plusieurs reprises. Attends, si je peux juste terminer. À différentes reprises, et par Neymar et même par Mbappé, vous vous souvenez de cette déclaration à la cérémonie UNFP, tout du moins, on a quand même eu le retour d'un homme qui a replacé l'institution, c'est Leonardo. Et là, Leonardo doit prendre des dispositions fortes s'il estime que c'est une faute grave que Neymar prenne des décisions d'aller faire la fête quand il veut. Mais là, je pense que là, c'est le destin, quoi. Donc, t'as Icardi, il aurait pu être Ander Herrera, t'as Di Maria, t'as Paredes. Non, mais Paredes. Pourquoi vous faites comme s'il n'y a pas le Covid à Paris? Il aurait pu attraper le Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu laisses partir un certain nombre de joueurs. Et ça, c'est la responsabilité des joueurs. Ils partent ensemble faire la fête du côté d'Ibiza ou peu importe où. Mais ils partent ensemble. Ils reviennent tous ou pratiquement tous avec le Covid. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant dans le championnat français? On arrête les matchs du PSG, on va laisser. Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le Covid est une maladie qu'on peut attraper. Non, mais c'est une vaste mascarade. La gestion, pas le Covid. La gestion du Covid est une vaste mascarade. Ne défends pas mes propos, s'il te plaît. Ah non, mais j'ai entendu juste c'est une vaste mascarade. Après, parce que ça peut être grave. Ça peut être grave. Ça, c'est de la punchline. Ah ouais, punchline. Je pense que ça va rester quand même. Alors, bon, désolé Walid. Sur ce, on va finir l'émission. Même quand on est présentateur, on prend des coups. Tu vois, il y a certaines personnes pour nous défendre, n'est-ce pas, Juan José? Toujours. Alors, juste avant de clore cette émission, je voudrais remercier tous ceux qui l'ont suivi et vous rappeler une dernière fois qu'on va bientôt organiser le tirage au sort de cette fameuse tablette. Il nous reste 80 abonnés à gagner. C'est pour vous, c'est votre émission. Nous, on essaie de grandir pour vous faire davantage de cadeaux. Et voilà, vous avez un dernier mot à dire? Personne? Non, très bonne émission. Heureux de revenir avec Juan Rosé et le grand Jouba. Peut-être que vendredi prochain, on saura si Messi reste au Barça ou pas. Voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Demain, c'est Inside Sport 17h avec Hakim Pas Possible. Et en fin de semaine, ce sera Inside Food avec le retour de Achille.
Je peux poser une question à Hakim Pas Possible. Est-ce que le Hakim Pas Possible, s'il nous regarde, hein, est-ce que le Hakim Pas Possible est un clin d'œil à Kim Possible? Voilà, c'était ma dernière question. Sur ce, on va finir. Merci à la philosophique, qui est en la personne de Yanis. Et on se retrouve vendredi pour Inside. Longue vie à Yanis. Yanis, on t'aime. Bonne soirée à tous.